17h à Yaoundé au Cameroun. On vous souhaite une fois de plus la bienvenue. Si vous nous prenez à l'instant, vous êtes sur Vision 4 Télévision. Et dans le cadre de votre dose matinale, on reçoit Jean-Jacques Zé, Merveille, qui est déjà sur le plateau. Naturellement, on l'a très bien compris, c'est l'heure de l'information, c'est l'heure du meilleur des analyses sur la télévision africaine. Et comme tous les jours, il reprend encore présent aujourd'hui. Jean-Jacques Zé, bonjour. Bonjour Merveille, Simon, bonjour Pi Byron. Bonjour Jean-Jacques. Salut tous nos amis téléspectateurs et les auditeurs des radios qui nous accompagnent chaleureusement au quotidien, en commençant par la mère de ces radios satellites FM et le programme Happy Morning. Merci d'être avec nous ce matin. Encore le réveil a été quand même de votre côté? Comme tous les autres, c'est souvent pénible mais agréable lorsqu'on sait qu'on va à la rencontre du public. Merci d'être avec nous ce matin une fois de plus. On va commencer notre revue de presse avec le Cameroun Tribune, le titre. Et Cameroun Tribune qui nous amène un peu dans le Bonabéré nouveau, l'arrondissement de Douala 4e, souvent considéré comme un enfer et en train de changer de visage avec les travaux d'aménagement routier qui sont réalisés depuis quelques temps déjà et qui tendent à leur livraison. Le Bonabéré de demain affiche le journal Cameroun Tribune parlant justement des travaux d'aménagement de la pénétrante ouest qui ont atteint quand même un niveau visible acceptable, même s'il restera encore quelques problèmes de ce côté-là, notamment au niveau de l'évacuation des eaux, les tracés et autres qui semblent encore susciter des interrogations. C'est un dossier costaud que propose Cameroun Tribune qui nous permet en tout cas de découvrir le chef-lieu ou l'arrondissement de Douala 4e, la pénétrante ouest dans toutes ses réalités, mais également les réactions des populations principales bénéficiaires des changements qui sont déjà visibles et perceptibles de ce côté. Mais la grande une de Cameroun Tribune, c'est une réaction, celle du gouvernement camerounais, au sujet de quelques allégations relayées par la presse nigériane qui semblait accuser le Cameroun de quelques exactions sur des ressortissants nigérians. Le gouvernement dénonce cela en parlant justement de désinformations prétendues sévices sur les Nigérians à Bakassi. Et il s'agit tout simplement de désinformations. C'est le contenu du communiqué rendu public par le ministre de la Communication, Issa Atiroma Bakari, le porte-parole du gouvernement. Lequel communiqué est intégralement proposé par Cameroun Tribune ce matin en français et en anglais pour dire exactement ce qui se passe du côté de Bakassi et repousser justement ces accusations et allégations venant justement du côté nigérian. C'est à lire dans les colonnes de Cameroun Tribune, quotidien émergence et dans les kiosques ce matin et nous indique que du côté de Yaoundé 6e, c'est désormais un bras de fer, pas entre les conseillers municipaux et les élus entre guillemets, mais plutôt un bras de fer entre le chef de la délégation permanente départementale du RDPC, Gilbert Tibévouna, par ailleurs délégué du gouvernement, auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, et le préfet du département du Fundi, Jean-Claude Tila. Les deux personnalités ne diraient pas la même chose au sujet de la situation politique et pratiquement le blocage qui est observé à Yaoundé 6. Jean-Claude Tila, le préfet, qui indique justement que les activités ne sont pas paralysées. Le troisième adjoint qui va devenir premier adjoint en la personne de Saint-Éloi Bidoum travaille normalement. Ce qui est attendu, c'est l'installation du maire, Gilbert Tibévouna, qui croit fermement qu'il n'y aura pas installation de maire de ce côté-là. On décisait, mais du coup, les positions des deux personnalités sont relayées par notre confrère ce matin, qui semble comprendre justement que désormais là-bas, c'est un bras de fer entre les deux poids lourds, le préfet et le délégué du gouvernement, même s'il agit dans ce cadre sous sa casquette de chef de la délégation permanente départementale du RDPC pour le département du Fundi. Le quotidien Émergence parle également de ces chiffres à problème du côté d'Elections Cameroun. On n'a pas beaucoup évolué pour ce qui est des inscriptions sur les listes électorales. Les deux récentes sorties d'Elections Cameroun en termes d'évaluation semblent indiquer qu'il y a un peu plus de 100 000 nouveaux inscrits. Seulement, dans les nouveaux chiffres qui sont présentés, on est parti de 6 367 750 inscrits à 6 316. On va lire cela inversement, ce qui fait une augmentation de 117 750 inscrits seulement nouveaux dans le cadre de l'opération qui est en cours. Ce sont des chiffres qui n'évoluent pas. D'ailleurs, le journal propose le tableau récapitulatif du rythme des inscriptions région après région dans notre pays, tout comme le journal nous parle également de ce naufrage du bateau Mdumba, du bateau d'intervention rapide. L'épave a été retrouvée. Les opérations de sauvetage, entre guillemets, sont organisées, selon notre confrère ce matin. Mutation nous parle des centres d'hémodialyse au Cameroun
et la sortie de Jean-Michel Nietzsche, qui est député issu des rangs du Social Democratic Front. C'est le chef de la circonscription politique du SDF dans le littoral, qui parle des 3,8 milliards de francs CFA débloqués et inscrits dans le budget de la République, devant permettre justement de donner vie au centre d'hémodialyse à travers le Cameroun. On parle de ces 3,8 milliards de francs CFA comme de l'argent à problème, selon les propos justement de l'élu du peuple, qui indique justement que cette somme a été allouée au centre d'hémodialyse. Ce montant permettrait d'acheter 95 000 kits, mais il questionne aujourd'hui la crise de l'hémodialyse qui est observée depuis quelque temps au Cameroun dans les hôpitaux, notamment l'hôpital général de Yaoundé, avec des grèves à répétition. Que dit-il? Que pense-t-il dans la répartition de cette enveloppe? C'est à lire avec le quotidien Mutation ce matin. Mutation qui parle également, vous allez le voir, de l'endettement au Cameroun, le poids de la dette dans notre pays. Il y a une sorte d'envol de la dette camerounaise, dit notre confrère, en ressortant aussi, pour avoir une certaine idée, des tableaux comparatifs entre différents pays africains, en établissant aussi le top 10 des pays les plus endettés, on va le dire ainsi, sur le plan africain. Et réaction du docteur Ariel Nietedem, qui est économiste, dans les colonnes de Mutation ce matin. Vous verrez par exemple le titre choisi par notre confrère pour accompagner cette sortie. L'endettement, c'est la voie de la facilité, dit le spécialiste des questions économiques dans une interview fleuve proposée dans les colonnes de Mutation ce matin. Et les tableaux justement indiquent que pour ce qui est de la dette, on le voit bien, le top 10 des pays d'Afrique subsaharienne les plus endettés, l'Érythrée vient en tête, suivi du Cap-Vert. Aussi dans les 10 premiers ne figure pas la République du Cameroun. En tout cas, tout cela relève des défis de notre pays. L'un des défis, c'est la compréhension du mariage nouveau entre le Cameroun et le Fonds monétaire international. Ces défis actuels qui nous en parlent ce matin. Le journal dit que la signature de l'accord avec le Fonds monétaire international ne remet pas en cause la poursuite du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Ce qui est clair, le DSCE, qui est la boussole de la campagne de développement ou la recherche de l'émergence pour le Cameroun. En contrepartie, le Cameroun s'engage à accentuer les recouvrements fiscaux, réformer les finances publiques, restructurer les sociétés d'État et assainir le secteur bancaire. C'est l'objet d'un dossier pratiquement de 2 pages proposé par Défis Actuels ce matin. Cameroun FMI, les non-dits de cet accord qui sont enfin clarifiés par le journal Défis Actuels ce matin. On voit bien ce qui va changer et ce qui ne va pas changer. La charge fiscale est annoncée avec l'élargissement de l'assiette fiscale qui est souhaité par les pouvoirs publics camerounais. Et là, il y a la problématique, comment le Cameroun compte redresser sa croissance, indique le journal, sous ajustement, sous programme économique avec le Fonds monétaire international. Le Cameroun, qui subit la chute des recettes pétrolières, prévoit de réviser en 2018 sa politique fiscale. Une annonce forte donc. Le gouvernement a également fait des choix de soutenir le secteur privé pour diversifier son économie, actant des mesures contenues dans son programme économique 2017-2020 qu'accompagne justement le Fonds monétaire international. Parlant justement de la crise de la dialyse, vous l'avez vu avec Mutation ce matin, on peut également retrouver le même sujet à la une de la Nouvelle Expression. Le journal de Séverin Tchouke parle justement de crise de dialyse au Cameroun. Un député parle d'un crime d'État. Les propos de Jean-Michel Nietzsche sont ainsi analysés par le journal La Nouvelle Expression, qui est dans les kiosques à partir de Douala ce matin, pour revenir sur cet argent qui serait contenu dans la loi des finances 2017 et qui devrait permettre justement de donner vie aux personnes souffrant d'insuffisance rénale à travers le renforcement des capacités des centres d'hémodialyse, ce qui ne semble pas être mathématiquement fait selon Jean-Michel Nietzsche, l'information qui est reprise par la Nouvelle Expression ce matin. Et puis le quotidien de l'économie nous parle d'économie, naturellement, avec ce rapprochement visible entre le Cameroun et la Banque africaine de développement, mais davantage entre Biya et Célestin Monga. C'est une relation désormais apaisée, indique notre confrère ce matin. Célestin Monga, l'un des acteurs de la liberté dans les années 90, qui aura connu ces moments chauds et froids avec le régime de Yaoundé, qui est quand même revenu dans la délégation du président groupe Banque africaine de développement et qui a été reçu avec les honneurs au Palais de l'Unité. Et du coup, l'analyse proposée par le quotidien de l'économie ce matin parle de Biya et Monga et cette relation apaisée. Le journal nous parle également, vous allez le voir, de la descente sur le terrain du ministre des Travaux publics. Emmanuel Nganou Djoumessi va prendre
la destination de l'Est dans quelques jours. Il va faire l'évaluation des travaux d'aménagement de la route Mbama-Messamena, mais il ira également dans ce que le quotidien de l'économie appelle l'enfer des routes de la région de l'Est pour faire l'état des lieux, lui-même le patron des travaux publics au Cameroun. Et puis le Messager s'intéresse à ce voyage de Cabral Libye du côté des États-Unis en nous proposant justement tout sur la visite de Cabral Libye, la réaction également du monde politique du côté de la diaspora camerounaise aux États-Unis. Mais le journal nous parle également de l'exploitation forestière avec le Sud et l'Est qui sont aux mains des vautours. Les constats qui sont effectués ces derniers temps parlent encore de cette exploitation sauvage et non contrôlée de la forêt camerounaise. Info Matin, pour sa part, parle des bonnes choses avec cette réhabilitation de l'hôpital de district de Deido, opération menée par le Cercle des Amis du Cameroun. La rétrocession a eu lieu hier du côté de Douala sous la conduite de la coordinatrice générale du CERAC, Linda Yang, en présence justement de nombreuses autorités. Le CERAC réhabilite l'hôpital de district de Deido avec photographie et film de cette grande cérémonie hier du côté de Douala. Et puis Patrick Choua va certainement inscrire dans les souvenirs importants de Cameroun dans le monde de la diplomatie le passage de Samuela Isopi, ambassadrice d'Italie au Cameroun, pratiquement en fin de séjour dans notre pays. Elle va partir, mais le détective nous rappelle qu'Isopi va laisser une carrière auréolée par une diplomatie d'action. On l'a vu pratiquement partout. Elle a ouvert les voies de cette coopération accentuée entre le Cameroun et l'Italie. Elle aura été une femme de terrain avec une attitude de terrain également au cœur de cette diplomatie d'action soulignée par le détective, le journal Patrick Choua, qui est dans les kiosques ce matin. Bien entendu, le journal nous rappelle aussi le passage du président groupe Banque africaine de développement au Cameroun, une visite qui s'est déroulée sur tapis rouge avec le succès qu'on peut imaginer. Et puis les jalons nous parlent des détournements des deniers publics. Le journal donne la parole au professeur Hubert Mononjana, philosophe, chercheur et autres, parle justement de la situation actuelle du Cameroun avec ce qui se dit et ce qui se fait autour du décès de Monseigneur Jean-Benoît-Marie Bala, l'évêque de Bafia, mais également la crise anglophone. Le dernier point à aborder, c'est la relation entre le Cameroun et le Fonds monétaire international pour ce qui est des détournements des deniers publics. Il le dit clairement, et le titre choisi par le jalon ce matin, certains voleurs continuent de narguer le peuple malheureusement, indique le philosophe dans les colonnes du journal Le Jalon. Il le dit également dans les colonnes intérieures, l'épervier doit balayer toute la société. L'incapacité des détourneurs de fonds, voleurs en col blanc à transformer l'argent mal acquis en capital primitif les rend doublement coupables, dit-il, dans le développement suivi par le journal Le Jalon ce matin, qui parle également des avancées dans la modernisation de l'exploitation minière dans notre pays. Ernest Baboubou, qui est au four et au moulin, c'est le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, salué ce matin par le journal Le Jalon. Et puis l'essentiel du Cameroun nous rappelle justement l'essentiel autour des infrastructures sportives liées à la CAN 2019. Le Cameroun rassure, c'est là le contenu des propos, on le sait, du ministre des Sports et de l'Éducation physique relativement à l'aménagement, relativement au cahier de charges du Cameroun et le défi qui sera bel et bien respecté et relevé, celui de l'organisation de la CAN 2019 dans notre pays. Dernière heure parle justement peut-être de ce remaniement ministériel, on en reparle. Le journal indique avec les échos du palais que les informations sur le remaniement ministériel se précisent. Le président Paul Biya s'est confié à un de ses proches lors de l'enterrement de sa belle-sœur du côté de Vomeka. Certains ministres sont déjà sur la liste noire, nous apprend dernière heure qui nous rattrape à dernière minute dans le cadre de cette revue de presse. À découvrir également avec la presse ce matin le quotidien L'Épervier qui parle encore du sérail et des rapports entre Alamine Ousmane Mey et celui qui était présenté jusqu'alors comme son mentor, Franck Biya. Comment Alamine a exposé Franck Biya, c'est le titre choisi par le journal de Léopold Clovis Noudjo ce matin. Le titre nous rappelle justement que l'un soutenait l'autre, mais que malheureusement il y aurait eu des actions posées par le ministre des Finances qui auraient exposé le fils du chef de l'État. Le journal nous rappelle également que du côté du ministère des Finances, les machines sont encore bloquées du côté du Sénadi et les interrogations autour du paiement des salaires du mois de juillet sont encore retenues par notre confrère. On découvre la Nation Éco qui est dans les kiosques et nous parle encore de finances.
Finances. Pour qui roule-t-il finalement? La question s'adresse notamment au ministre des Finances Alamine Ousmane Meh, à découvrir avec ce journal qui est dans les kiosques. Parlant formation professionnelle, c'est Diapason qui fait un zoom sur les activités du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, le ministre Zachary Perevet. Des mesures fortes sont annoncées pour accélérer la formation professionnelle dans notre pays. C'est la grande une choisie par le journal Diapason. Et puis les questions africaines, c'est avec le panafricain que peut le G5 Sahel, cette organisation des pays qui voudrait lutter contre le terrorisme et particulièrement Boko Haram. Cette organisation n'a malheureusement pas de mandat de l'ONU, n'a pas de financement, s'inquiète sur la situation du Tchad qui voudrait se retirer. Autant de questions soulevées par le journal. La lutte antiterroriste peut-elle prospérer avec les questions et les problèmes connus par le G5 Sahel? Vous aurez également l'éclairage dans le panafricain du professeur Mathias Eric Oona Ngini sur ces questions relativement à cette mobilisation qui voulait s'appeler G5 Sahel et qui nourrissait de grandes ambitions pour lutter contre le terrorisme. Merci Jean-Jacques Zé pour la revue de presse de ce matin et tous les titres proposés par nos amis de la presse écrite. Deux sujets retiennent notre attention ce matin. Le tout premier sujet, tu nous proposes, Merveille. Alors on va peut-être se retenir au niveau de la santé pour parler de la crise d'hémodialyse. Alors Jean-Jacques, qu'est-ce qui peut justifier les disputes autour des fonds de l'hémodialyse au Cameroun? Non, ce qu'on va dire, c'est que l'État a pris la mesure de la situation actuelle avec les commandes qui ont été passées. Ce sont des dizaines de tonnes de kits d'hémodialyse qui vont arriver dans notre pays. C'est un processus, il faut commander, il faut les transporter, il faut les amener au Cameroun. Je pense que le ministre de la Santé publique sur les antennes de Vision 4 a été suffisamment clair sur les mesures qui sont prises par les pouvoirs publics aujourd'hui. Peut-être qu'on peut interroger le timing, peut-être qu'on peut convoquer la réflexion qu'on a l'habitude de faire ici. Pourquoi n'avoir pas mis en place les mesures prévisionnelles? Pourquoi n'avoir pas regardé un peu plus loin dans le développement de cette crise-là pour anticiper et trouver des solutions? Pourquoi avoir attendu que la crise atteigne les proportions actuelles? On peut poser cet ensemble de questions, mais vous le savez, le ministre l'a dit clairement, ça coûte cher. Les installations liées à l'hémodialyse coûtent cher. Le Cameroun a créé de nombreux centres quand même de suivi des malades souffrant d'insuffisance rénale dans notre pays, mais la crise des intrants, on va le dire ainsi, des composants se perdure. Mais il faut dire aujourd'hui qu'on est entré dans une politique de rationnement. Puisqu'on n'a pas tout ce qu'on souhaiterait avoir, l'État a développé une politique qui permette de satisfaire petit à petit la grosse demande qui est dans notre pays. Cela peut avoir un problème parce que justement il y a une pression qui s'abat sur les malades. On parle même déjà de quelques disparitions qui ont été enregistrées entre-temps. Le rationnement a peut-être aussi montré ses limites, mais aujourd'hui, puisqu'on parle souvent ici de l'échelle des priorités, il faut qu'en matière de priorité, l'État se fasse un peu plus sérieux, qu'on se dise justement que pour le développement de la santé au Cameroun, voilà par où on doit commencer, voilà vers où on doit tendre. Il est question aujourd'hui d'avoir une véritable échelle visible de priorité, savoir qu'aujourd'hui, on est dans une situation d'urgence. Aller trouver des solutions de ce côté-là avant d'ouvrir justement d'autres axes qui permettent justement de garantir la santé des populations. Mais vous savez, dans notre pays, les demandes sont nombreuses. Parfois, on a même pitié des décideurs dans ce pays parce que vous luttez contre les maladies liées à l'insuffisance rénale aujourd'hui. Demain, on vous parlera des maladies cardiaques. Après-demain, vous avez le paludisme qui reste tout à fait têtu. Vous avez des maladies telles que le sida et autres qui sont encore là. Vous avez des questions, j'allais dire, sociales et sanitaires en même temps, telles que la planification familiale qu'il faut également suivre. Vous avez l'équipement des centres hospitaliers, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous insistons, Piba Eron, Simo, pour l'établissement de l'échelle de priorité. Aujourd'hui, je pense que la question de l'hémodialyse est en train de ternir l'image du Cameroun lorsque nous voyons des malades affaiblis en train de mener quelques mouvements de grève devant les centres hospitaliers. Cette image-là est imparable. Elle ne peut qu'être négative pour le Cameroun. Peut-être faudrait-il mieux gérer la situation des personnes souffrant d'insuffisance rénale. Il faut gérer cette situation, je veux dire, avec une réelle proximité, le dialogue permanent, l'encadrement permanent, l'écoute permanente également, parce que ces gens sont suffisamment fragiles aujourd'hui. Ils vivent avec la mort dans le dos. C'est-à-dire que c'est pratiquement une pression incroyable que ces personnes vivent. Et donc, il faut leur trouver des solutions
presque immédiate, mais en même temps, il faut établir un pont de dialogue permanent. Il faut même mettre en place une organisation réelle qui permette qu'il n'y ait jamais de fossé entre ces malades et les pouvoirs publics à travers les hôpitaux qui sont occupés et qui sont appelés à les gérer au quotidien. Voilà ce qui fait. Est-ce qu'il peut y avoir des détournements de fonds autour de ces milliards? Nous ne pouvons pas, avec la position que nous occupons ici sur ce plateau, parler des détournements des deniers publics. Nous ne savons pas comment cette affaire est gérée. Nous nous confions aux propos du ministre de la Santé publique. D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion encore, en convoquant nos amis qui s'occupent des volets santé, notamment l'émission Notre Santé. Peut-être que cette émission reviendra sur les propos du ministre de la Santé publique, qui est la voix la plus autorisée en la matière. Maintenant, on ne va pas demander au député Jean-Michel Nitieux de se taire. Il sait ce qui est contenu dans le budget, il le sait peut-être mieux que nous pour avoir participé à son élaboration, je vais dire au moins à avoir interrogé ce budget. Est-ce que l'argent qui est censé être débloqué a été débloqué? Est-ce que les commandes ont été passées? Est-ce que le problème que nous vivons aujourd'hui n'est pas lié à la production, puisque ce n'est pas nous qui produisons ces kits? Est-ce que ce n'est pas lié au transport de ces kits? Mais le problème du timing, je reviens là-dessus, doit être notamment interrogé. Il faut prendre des mesures à temps pour éviter des crises. Merci. On va peut-être s'intéresser également à la ville de Douala et aux travaux qui sont faits du côté de Bonabéry. Ce matin, Douala quelque part un nouveau visage? C'est important aujourd'hui de dire que Douala est en train de changer radicalement avec les travaux qui sont menés. La pénétrante Est est déjà prête. La pénétrante Ouest est également en train de voir son embellie avec les travaux qui sont menés par Sogea Satom de ce côté-là. Les travaux de Bonabéry étaient un peu plus compliqués parce que c'est les travaux, dit-on, en pleine circulation. On n'avait pas interrompu la circulation, il fallait aménager la route, les ponts et autres, pendant que les activités normales, entre guillemets, se poursuivaient. Parce que vous savez que la pénétrante ouest ouvre au moins sur 3 régions, l'ouest, le nord-ouest et le sud-ouest. Et vous imaginez que le nord-ouest et le sud-ouest, c'est pour aller vers le Nigeria. On ne peut donc pas interrompre la circulation de ce côté-là. C'était la particularité des travaux de ce côté. On va tirer un coup de chapeau à la structure Sogea Satom. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la possibilité de vanter quand même le travail qui a été mené, la maestria que la structure a organisée pour essayer de ne pas paralyser totalement Bonabéry, qui est aussi une zone industrielle, la première d'ailleurs dans la capitale économique du Cameroun. Maintenant, on peut encore regretter justement au niveau de ces travaux que les villes camerounaises n'ont pas pensé à leur épanouissement, à leur développement très rapidement. Parce que l'un des problèmes observés sur le terrain d'aménagement de ces travaux, c'est qu'il fallait délocaliser les câbles électriques, il fallait délocaliser les canalisations d'eau, il fallait délocaliser même la fibre optique, et il fallait délocaliser même les infrastructures que la communauté urbaine de Douala, malheureusement, s'était mise à mettre en place alors qu'elle savait qu'il y avait un grand chantier qui était prévu pour aménager la pénétrante ouest et sortir de Bonabéry, qui était un véritable goulot d'étranglement. Il y a des moments où, d'ailleurs les membres du JICAM l'avaient dit, vous produisez à Bonabéry pour ravitailler le centre commercial d'Aqua, le camion qui part de Bonabéry pour Aqua met 4 heures de temps dans la même ville, seulement pour prendre la route là qui était suffisamment engorgée et le pont sur le Vouri qui était plus qu'un garrot. C'était un problème. Aujourd'hui, en aménageant justement cette pénétrante ouest, en aménageant le pont, le second, sur le Vouri, on trouve une partie de la solution, même si ce n'est pas la solution attendue totale, parce que le pont sur le Vouri mérite aujourd'hui 2 ou 3 ponts. Regardez ce qui se passe à Abidjan en Côte d'Ivoire. On est déjà en train d'annoncer le 4e pont, parce que les 2 ponts qui sont désormais visibles sur le Vouri sont presque juste à poser. Il y a un au-dessus de l'autre pratiquement. Ça dit qu'on est toujours dans le sens de la convergence. On va dans la même direction et on peut retrouver les mêmes problèmes, même si la route est un peu plus large, même si les échangeurs ont été aménagés. Mais sur le tracé du pont sur le Vouri, on a la chance justement que le fleuve soit suffisamment calme, qu'on puisse aménager d'autres ponts. Du côté de Sable, par exemple, on imaginait qu'on pouvait lancer un pont de ce côté-là qui toucherait également Bonabéry et qui rendrait la circulation un peu plus fluide. Mais on va déjà saluer ce qui fait aujourd'hui avec l'aménagement de ce second pont. Et en attendant, peut-être que d'autres politiques puissent être déployées afin de multiplier. Maintenant, il faut lutter contre les civismes. Dans les journaux ce matin, on nous dit que du côté de la pénétrante Est, du côté des villages, on est encore en train de vivre les actes d'incivisme. Les gens qui
s'installent pratiquement dans la chaussée pour faire leur commerce. Des vandales qui décrochent câbles et ampoules de lampadaires, ce qu'on a connu pendant des années de l'aéroport international. Justement, mais il faut dire que ce sont des gens qui n'ont aucun sens du civisme et les ennemis du développement. Lorsque vous atterrissez à Douala, par exemple, de vous rendre du côté de Bonanja ou de Bonapriso, toute la route là est dans le noir. Savez-vous combien de fois on a installé les lampadaires de ce côté-là? Vous les mettez à 16h, à 19h, il n'y a plus de lampadaires. Automatiquement. La communauté urbaine, à un moment donné, a pensé qu'il fallait mettre des équipes de veille. Mais on ne va pas installer un policier ou un gendarme sous chaque lampadaire. C'est nous qui construisons ce pays. Nous faisons des reproches à ceux qui dirigent ce pays, mais nous oublions que c'est nous qui ramenons généralement le Cameroun en arrière. Si on a placé un poteau aujourd'hui, il faut savoir préserver les acquis. Si nous détruisons les acquis, et que demain l'État est obligé à recommencer, naturellement on sera en train de faire la même danse bafia et on dira que ceux qui gèrent les affaires ne sont pas compétents, sans penser que c'est nous qui rendons encore davantage la situation compliquée par nos actes de vandalisme, cette filouterie de bas niveau. Les populations de ces quartiers peuvent faire également aider l'État à veiller eux-mêmes à ce que ces lampadaires ne bougent pas, parce que si les gars viennent du même quartier, on ne peut pas quand même quitter vous savez que lorsqu'on est à Douala, dans cette zone, il y a des comités de vigilance qui sont en train de mener leur travail. Mais vous savez que la naissance des quartiers comme village, qui est un quartier démesuré, personne ne vous dira exactement où commence le village et où le village s'arrête. Justement, ça porte le nom de village. C'est-à-dire que chacun vient de son village pour s'installer de ce côté-là, au mépris des règles de la cité. Les gens ne savent pas qu'on n'est plus au village. Là, on doit jeter les ordures n'importe comment, même si le système de ramassage est problématique. Mais il faut déjà avoir conscience de ce qu'on ne doit plus se comporter comme au village. Ce n'est pas un no man's land de ce côté-là. On appartient à une organisation, à une cité. Il faut déjà le savoir. Il y a du grand banditisme dans ces zones également. Vous prenez pratiquement l'arrondissement de Douala 3e, là-dedans vous retrouvez village, vous retrouvez Bilonguer, vous retrouvez Bissok, ainsi de suite. Des zones qui sont à un moment donné difficiles à fréquenter. Heureusement qu'il y a des chefs, Emmanuel Tala du côté de Bilonguer, qui se battent au quotidien pour essayer de donner vie à ces quartiers qui étaient identifiés par des noms de gangs. Vous aviez les Iraniens, les Irakiens, les talibans de ce côté-là. Et naturellement, lorsque vous y arrivez, vous vous repérez. On a l'occasion de dire attention, si vous allez un peu plus bas, c'est la zone des talibans. Si vous allez un peu plus loin, c'est la zone des Irakiens. Et il y a des gens qui ne pouvaient pas dénoncer. Vous savez que si vous dénoncez, vous êtes exposé. Il y aura des représailles. Et du coup, c'était devenu une terre incontrôlée. Il y a eu des actions menées par Bernard Okaliabilay lorsqu'il était préfet du département du Foury, qui ont porté des fruits de ce côté-là, des actions musclées et fortes sur le terrain. Il faut le faire. Je pense que le préfet Maché qui est là, le gouverneur Samuel Duneiva Dibois, ils doivent se mettre au travail. Je pense également que la Légion de gendarmerie et la deuxième région de gendarmerie doit également se déployer là-bas avec le général de brigade Pierre Loubazal, qui sera d'ailleurs, pour donner l'information, installé demain dans ses fonctions de commandant de la deuxième région de gendarmerie. Vous savez qu'il a été reconduit, donc on va donc le réinstaller. Et le secrétaire d'État à la Défense à la gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam, qui va présider demain 21 cette cérémonie d'installation du général de brigade Loubazal Pierre à la tête de la région de gendarmerie la plus vaste du Cameroun, la deuxième qui couvre le littoral, l'ouest, le sud-ouest et l'ouest. C'est sûr que les Bangades ne peuvent pas dépasser l'Ongomna. Non, est-ce que les Bangades ne peuvent pas faire le bras de fer avec l'Ongomna? L'Ongomna a l'arsenal, il y a tout ce qu'il faut, comme le disait tantôt, pour qu'on puisse maîtriser la situation de ce côté-là. Il le faut. Que ça... Oui, ça c'est clair. Pour que l'Ongomna soit fort, il faut que les populations marchent avec l'Ongomna. C'est très important. Parce que si nous tous, nous participons, on va rapidement trouver des solutions. Mais nous sommes les premiers à cacher les loupards dans nos maisons. Nous sommes des complices. Vous savez que lors de la descente du préfet, j'avais la chance d'être reporter à cette époque-là, il y a un responsable de quartier qui dit, vous savez monsieur le préfet, ici on est dans un quartier où on est essentiellement des chômeurs, les jeunes ne travaillent pas. Pour lui, comme les jeunes ne travaillent pas, ils doivent aller braquer pour nourrir les familles. Cela ne peut pas prospérer, ce genre d'idée.
plus vous hébergez les idées comme celle-là, plus la situation devient donc, incontrôlable. On était arrivé à un moment, des moments où vous entriez dans ces quartiers-là avec votre belle paire de chaussures, un dimanche après l'église, vous trouviez des jeunes en train de jouer au songo, au damier ou au ludo, et vous appelez monsieur, s'il vous plaît, vous cherchez quelqu'un, vous venez gentiment parce que vous avez l'impression que ce sont des gens gentils, et vous diront que, ok, faites ce qu'on vous demande de faire. C'était comme ça ici en Congo. Un monsieur vient avec des vieilles sandalettes presque trouées. Il vous dit, au moins pour protéger vos pieds, allez avec ça. Et vous laissez votre paire de chaussures. Vous ne pouvez pas discuter, vous déchaussez, vous prenez les sans confiance, comme on les appelle. Vous repartez. Non, il faut quand même qu'on sache que c'est nous qui devons construire la sérénité dans ce pays. Nous le faisons avec le concours des autorités. Les autorités ne doivent pas évoluer seules, c'est avec les populations et chacun doit jouer son rôle pour qu'on puisse avoir une république exemplaire. Merci. Alors, bonjour Byron, bonjour Merveille Simo, bonjour également Jean-Jacques Zé. Vous êtes chaud comme l'intérieur de coquille. C'est Liliane Pondor. Est-ce que nous sommes chauds comme l'intérieur du coquille? Merci à Liliane. Liliane Pondor, bonjour à toi ce matin. Je ne sais pas comment l'intérieur du coquille est quand même très chaud, hein, avec du manioc. Alors, les résultats du baccalauréat, en 2 mots, félicitations à ceux qui ont eu le baccalauréat et à ceux qui n'ont pas eu. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Moi, je m'en dis, est-ce qu'elle a pleuré toute la nuit, hein? Elle n'en revenait pas avec tout le travail qu'elle a fait durant l'année. Des bons résultats. Vous savez, les philosophes disent souvent que le mal est un bien. Oui. Parce que le mal permet quand même une prise de conscience. Lorsque vous avez échoué, vous prenez un peu plus conscience des défis. Il faut justement que dans l'encadrement psychologique, qu'on n'enterre pas ceux qui ont échoué. Parce que généralement, quand on échoue une fois, c'est plus facile encore d'échouer une seconde, une troisième fois, lorsqu'on n'a pas franchi ces moments avec un bon encadrement psychologique. Il faut leur dire, on a la chance aujourd'hui que les candidats au baccalauréat sont essentiellement jeunes. Ce ne sont pas les pères comme à l'autre époque où tout le monde était barbu, tout le monde était marié au village et venait préparer le baccalauréat. Aujourd'hui, ils ont 13, 14, 15, 17, 18 ans. Ça veut dire que ce n'est pas une fatalité s'ils ont raté aujourd'hui. Et s'ils ont échoué, il ne faut pas toujours leur donner la faute parce qu'on a des enfants intelligents à la maison qui, le jour de l'examen, parfois ne s'en sortent pas. Tout cela appartient à la préparation. Est-ce qu'on l'a mis dans les conditions psychologiques normales pour aller affronter le monde nouveau que constitue l'examen? Est-ce qu'on lui a dit qu'il ne s'agit que de la continuité de ce qu'il a l'habitude de faire à l'école et qu'il ne puisse pas se dire que l'examen est un monde particulier? Nous sommes tous responsables parfois de ces échecs. Maintenant, on doit être tous responsables de la préparation, de la réussite justement des enfants pour les prochaines échéances. Il faut donc les ménager tout en leur rappelant que, attention, on ne souhaiterait plus avoir un échec, mais ne pas les traumatiser davantage. Ce sont des tout petits, ils peuvent encore se relever. On va dire merci à l'anecdote qui nous rattrape rapidement. Il y avait quelques retards à l'imprimerie. Le journal est là, ce matin, le bi-hebdomadaire, l'anecdote qui nous parle justement du temps des appétits, parlant justement de l'accident des écarts. Vous savez qu'avec toutes les commissions qui sont montées aujourd'hui, le journal a vu le déploiement autour des décisions prises par le chef de l'État pour la prise en charge et l'appui et la prise en charge des victimes et des familles des victimes. C'est donc le temps des appétits que signale justement l'anecdote ce matin et qui est naturellement dans les kiosques et comme d'habitude avec une accompagnée d'une magnifique caricature qui montre comment parfois certaines boulimies et certaines boulimiques oublient les règles justement de la société. Il faut le rappeler justement, le chef de l'État a pris des mesures, les uns et les autres aujourd'hui sont accrochés à leurs récepteurs et postes de télévision pour essayer de savoir qui va bénéficier de quoi dans le cadre de cette affaire. Le journal nous propose également une descente sur le terrain des inondations. Le phénomène prend de l'ampleur au Cameroun, dans les grandes villes. Comment comprendre justement cette ampleur des inondations dans nos différentes villes au Cameroun, tout en évoquant également ces financements à profusion pour le Cameroun. La Banque africaine de développement donne des garanties. Le ministère de l'économie, pratiquement au quotidien, procède à la signature des conventions. Ce sont des financements à profusion, dit notre confrère, le journal L'Anecdote ce matin pour le Cameroun. Et n'oubliez pas de façon traditionnelle le supplément spécial qui nous parle d'un sujet très intéressant ce matin. Merveille, on espère que le sujet reviendra dans scène de vie, qui nous parle de ce phénomène qui prend de l'ampleur également, le concubinage. Le viens, on reste, viens, on essaye, viens, on goûte, viens, attendons, viens, testons.
dans tous les cas, le concubinage qui prend de l'ampleur au Cameroun. Pour quelles raisons? C'est un dossier de 4 pages en guise de supplément que propose notre confrère ce matin. Les prétextes de l'engagement, les conséquences du concubinage, un moyen d'inverser la donne avec notamment les solutions, le mariage collectif par exemple, qui a été expérimenté au Cameroun, peut-être pour contourner les problèmes aujourd'hui, la dot et ses problèmes, pour le risque et pour le pire, peut-on qualifier le concubinage avec l'anecdote ce matin, pour le risque et pour le pire. Dans le cas du mariage, on dit pour le meilleur et pour le pire, mais là, dans le cas du concubinage, on dit pour le risque et pour le pire. Ça, c'est clair. Monsieur, merci d'être passé sur le plateau de la matinale ce matin. Il y a votre ami Jean-Calvin Ndongo qui vous invite à Douala parce que son épouse a 1 an de plus aujourd'hui. Vous allez remettre ça à samedi. Hein. Parce que si ce monsieur va à Douala aujourd'hui, il n'y aura pas de revue de presse demain. Jean-Calvin Ndongo. Merveille, on accompagne avec la publicité. Oui, bien sûr, on va accompagner Jean-Jacques avec la publicité. On va faire un clin d'œil à nos partenaires. Bonne journée, monsieur. Très bonne journée. Voilà, monsieur. Et puis l'essentiel du Cameroun nous rappelle justement l'essentiel autour des infrastructures sportives liées à la CAN 2019. Le Cameroun rassure, c'est là le contenu des propos, on le sait, du ministre des Sports et de l'Éducation physique relativement à l'aménagement, relativement au cahier de charges du Cameroun et le défi qui sera bel et bien respecté et relevé, celui de l'organisation de la CAN 2019 dans notre pays. Dernière heure parle justement peut-être de ce remaniement ministériel, on en reparle. Le journal indique avec les échos du palais que les informations sur le remaniement ministériel se précise. Le président Paul Biya s'est confié à un de ses proches lors de l'enterrement de sa belle-sœur du côté de Vomeka. Certains ministres sont déjà sur la liste noire, nous apprend dernière heure qui nous rattrape à dernière minute dans le cadre de cette revue de presse. À découvrir également avec la presse ce matin, le quotidien L'Épervier qui parle encore du sérail et des rapports entre Alamine Ousmane Mey et celui qui était présenté jusqu'alors comme son mentor, Franck Biya. Comment Alamine a exposé Franck Biya, c'est le titre choisi par le journal de Léopold Clovis Noudjo ce matin. Le titre nous rappelle justement que l'un soutenait l'autre, mais que malheureusement il y aurait eu des actions posées par le ministre des Finances qui auraient exposé le fils du chef de l'État. Le journal nous rappelle également que du côté du ministère des Finances, les machines sont encore bloquées du côté du Sénadi et les interrogations autour du paiement des salaires du mois de juillet sont encore retenues par notre confrère. On découvre la Nation Éco qui est dans les kiosques et nous parle encore de finances. Pour qui roule-t-il finalement? La question s'adresse notamment au ministre des Finances Alamine Ousmane Mey, à découvrir avec ce journal qui est dans les kiosques. Par l'information professionnelle, c'est Diapason qui fait un zoom sur les activités du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, le ministre Zachary Perevet. Des mesures fortes sont annoncées pour accélérer la formation professionnelle dans notre pays. C'est la grande une choisie par le journal Diapason. Et puis les questions africaines, c'est avec le panafricain que peut le G5 Sahel, cette organisation des pays qui voudrait lutter contre le terrorisme et particulièrement Boko Haram. Cette organisation n'a malheureusement pas de mandat de l'ONU, n'a pas de financement, s'inquiète sur la situation du Tchad qui voudrait se retirer. Autant de questions soulevées par le journal. La lutte antiterroriste peut-elle prospérer avec les questions et les problèmes connus par le G5 Sahel? Vous aurez également l'éclairage dans le panafricain du professeur Mathias Eric Oona Ngini sur ces questions relativement à cette mobilisation qui voulait s'appeler G5 Sahel et qui nourrissait de grandes ambitions pour lutter contre le terrorisme. Merci Jean-Jacques Zé pour la revue de presse de ce matin et tous les titres proposés par nos amis de la presse écrite. Deux sujets retiennent notre attention ce matin. Le tout premier sujet, tu nous proposes, Merveille. Alors on va peut-être se retenir au niveau de la santé pour parler de la crise d'hémodialyse. Alors Jean-Jacques, qu'est-ce qui peut justifier les disputes autour des fonds de l'hémodialyse au Cameroun? Non, ce qu'on va dire, c'est que l'État a pris la mesure de la situation actuelle avec les commandes qui ont été passées. Ce sont des dizaines de tonnes de kits d'hémodialyse qui vont arriver dans notre pays. C'est un processus, il faut commander, il faut les transporter, il faut les amener au Cameroun. Je pense que le ministre de la Santé publique sur les antennes de Vision 4 a été suffisamment clair sur les mesures qui sont prises par les pouvoirs publics aujourd'hui. Peut-être qu'on peut interroger le timing, peut-être qu'on peut convoquer la réflexion qu'on a l'habitude de faire ici. Pourquoi n'avoir pas mis en place les mesures prévisionnelles? Pourquoi n'avoir pas regardé un peu plus loin dans le développement de cette crise-là pour anticiper et trouver des solutions? Pourquoi avoir attendu que la crise atteigne les proportions actuelles
actuelle. On peut poser cet ensemble de questions, mais vous le savez, le ministre l'a dit clairement, ça coûte cher. Les installations liées à l'hémodialyse coûtent cher. Le Cameroun a créé de nombreux centres quand même de suivi des malades souffrant d'insuffisance rénale dans notre pays, mais la crise des intrants, on va le dire ainsi, des composants se perdure. Mais il faut dire aujourd'hui qu'on est entré dans une politique de rationnement. Puisqu'on n'a pas tout ce qu'on souhaiterait avoir, l'État a développé une politique qui permette de satisfaire et qui devrait permettre justement de donner vie aux personnes souffrant d'insuffisance rénale à travers le renforcement des capacités des centres d'hémodialyse, ce qui ne semble pas être mathématiquement fait, selon Jean-Michel Nissieu, l'information qui est reprise par la Nouvelle Expression ce matin. Et puis le quotidien de l'économie nous parle d'économie, naturellement, avec ce rapprochement visible entre le Cameroun et la Banque africaine de développement, mais davantage entre Biya et Célestin Monga. C'est une relation désormais apaisée, indique notre confrère ce matin. Célestin Monga, l'un des acteurs de la liberté dans les années 90, qui aura connu ces moments chauds et froids avec le régime de Yaoundé, qui est quand même revenu dans la délégation du président groupe Banque africaine de développement et qui a été reçu avec les honneurs au Palais de l'Unité. Et du coup, l'analyse proposée par le quotidien de l'économie ce matin parle de Biya et Monga et cette relation apaisée. Le journal nous parle également, vous allez le voir, de la descente sur le terrain du ministre des Travaux publics. Emmanuel Nganou Djoumessi va prendre la destination de l'Est dans quelques jours. Il va faire l'évaluation des travaux d'aménagement de la route Mbama-Messamena, mais il ira également dans ce que le quotidien de l'économie appelle l'enfer des routes de la région de l'Est pour faire l'état des lieux, lui-même le patron des travaux publics au Cameroun. Et puis le Messager s'intéresse à ce voyage de Cabral Libye du côté des États-Unis en nous proposant justement tout sur la visite de Cabral Libye, la réaction également du monde politique du côté de la diaspora camerounaise aux États-Unis. Mais le journal nous parle également de l'exploitation forestière avec le Sud et l'Est qui sont aux mains des vautours. Les constats qui sont effectués ces derniers temps parlent encore de cette exploitation sauvage et non contrôlée de la forêt camerounaise. Info Matin, pour sa part, parle des bonnes choses avec cette réhabilitation de l'hôpital de district de Deido, opération menée par le Cercle des Amis du Cameroun. La rétrocession a eu lieu hier du côté de Douala sous la conduite de la coordinatrice générale du CERAC, Linda Yang, en présence justement de nombreuses autorités. Le CERAC réhabilite l'hôpital de district de Deido avec photographie et film de cette grande cérémonie hier du côté de Douala. Et puis Patrick Choua va certainement inscrire dans les souvenirs importants de Cameroun dans le monde de la diplomatie le passage de Samuela Isopi, ambassadrice d'Italie au Cameroun, pratiquement à fin de séjour dans notre pays. Elle va partir, mais le détective nous rappelle qu'Isopi va laisser une carrière auréolée par une diplomatie d'action. On l'a vu pratiquement partout. Elle a ouvert les voies de cette coopération accentuée entre le Cameroun et l'Italie. Elle aura été une femme de terrain avec une attitude de terrain également au cœur de cette diplomatie d'action soulignée par le détective, le journal de Patrick Choua, qui est dans les kiosques ce matin. Bien entendu, le journal nous rappelle aussi le passage du président groupe Banque africaine de développement au Cameroun, une visite qui s'est déroulée sur tapis rouge avec le succès qu'on peut imaginer. Et puis les jalons nous parlent des détournements des deniers publics. Le journal donne la parole au professeur Hubert Mononjana, philosophe, chercheur et autres, parle justement de la situation actuelle du Cameroun avec ce qui se dit et ce qui se fait autour du décès de Monseigneur Jean-Benoît-Marie Bala, l'évêque de Bafia, mais également la crise anglophone. Le dernier point à aborder, c'est la relation entre le Cameroun et le Fonds monétaire international pour ce qui est des détournements des deniers publics. Il le dit clairement, et le titre choisi par le jalon ce matin, certains voleurs continuent de narguer le peuple malheureusement, indique le philosophe dans les colonnes du journal Le Jalon. Il le dit également dans les colonnes intérieures, l'épervier doit balayer toute la société. L'incapacité des détourneurs de fonds, voleurs en col blanc à transformer l'argent mal acquis en capital primitif les rend doublement coupables, dit-il, dans le développement suivi par le journal Le Jalon ce matin, qui parle également des avancées dans la modernisation de l'exploitation minière dans notre pays. Ernest Baboubou, qui est au four et au moulin, c'est le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, salué ce matin par le journal Le Jalon, inscrit ce
isolement nouveau dans le cadre de l'opération qui est en cours. Ce sont des chiffres qui n'évoluent pas. D'ailleurs, le journal propose le tableau récapitulatif du rythme des inscriptions région après région dans notre pays. Tout comme le journal nous parle également de ce naufrage du bateau Mdumba, du bâtiment d'intervention rapide. L'épave a été retrouvée. Les opérations de sauvetage entre guillemets sont organisées selon notre confrère ce matin. Mutation nous parle des centres d'hémodialyse au Cameroun et la sortie de Jean-Michel Nietzsche, qui est député d'issue des rangs du Social Democratic Front. C'est le chef de la circonscription politique du SDF dans le littoral, qui parle des 3,8 milliards de francs CFA débloqués et inscrits dans le budget de la République, devant permettre justement de donner vie au centre d'hémodialyse à travers le Cameroun. On parle de ces 3,8 milliards de francs CFA comme de l'argent à problème, selon les propos justement de l'élu du peuple, qui indique justement que cette somme a été allouée au centre d'hémodialyse. Ce montant permettrait d'acheter 95 000 kits, mais il questionne aujourd'hui la crise de l'hémodialyse qui est observée depuis quelque temps au Cameroun dans les hôpitaux, notamment l'hôpital général de Yaoundé, avec des grèves à répétition. Que dit-il? Que pense-t-il dans la répartition de cette enveloppe? C'est à lire avec le quotidien Mutation ce matin. Mutation qui parle également, vous allez le voir, de l'endettement au Cameroun, le poids de la dette dans notre pays. Il y a une sorte d'envol de la dette camerounaise, dit notre confrère, en ressortant aussi, pour avoir une certaine idée, des tableaux comparatifs entre différents pays africains, en établissant aussi le top 10 des pays les plus endettés, on va le dire ainsi, sur le plan africain. Et réaction du docteur Ariel Nietedem, qui est économiste, dans les colonnes de Mutation ce matin. Vous verrez par exemple le titre choisi par notre confrère pour accompagner cette sortie. L'endettement, c'est la voie de la facilité, dit le spécialiste des questions économiques dans une interview fleuve proposée dans les colonnes de Mutation ce matin. Et les tableaux justement indiquent que pour ce qui est de la dette, on le voit bien, le top 10 des pays d'Afrique subsaharienne les plus endettés, l'Érythrée vient en tête, suivi du Cap-Vert. Ainsi, dans les 10 premiers ne figure pas la République du Cameroun. En tout cas, tout cela relève des défis de notre pays. L'un des défis, c'est la compréhension du mariage nouveau entre le Cameroun et le Fonds monétaire international. Ces défis actuels qui nous en parlent ce matin. Le journal dit que la signature de l'accord avec le Fonds monétaire international ne remet pas en cause la poursuite du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Ce qui est clair, le DSCE, qui est la boussole de la campagne de développement ou la recherche d'émergence pour le Cameroun. En contrepartie, le Cameroun s'engage à accentuer les recouvrements fiscaux, réformer les finances publiques, restructurer les sociétés d'État et assainir le secteur bancaire. C'est l'objet d'un dossier pratiquement de 2 pages proposé par Défis Actuels ce matin. Cameroun FMI, les non-dits de cet accord qui sont enfin clarifiés par le journal Défis Actuels ce matin. On voit bien ce qui va changer et ce qui ne va pas changer. La charge fiscale est annoncée avec l'élargissement de l'assiette fiscale qui est souhaité par les pouvoirs publics camerounais. Et là, il y a la problématique, comment le Cameroun compte redresser sa croissance, indique le journal, sous ajustement, sous programme économique avec le Fonds monétaire international. Le Cameroun, qui subit la chute des recettes pétrolières, prévoit de réviser en 2018 sa politique fiscale. Une annonce forte dont le gouvernement a également fait des choix de soutenir le secteur privé pour diversifier son économie, à tant de mesures contenues dans son programme économique 2017-2020 qu'accompagne justement le Fonds monétaire international. Parlant justement de la crise de la dialyse, vous l'avez vu avec Mutation ce matin, on peut également retrouver le même sujet à la une de la Nouvelle Expression. Le journal de Séverin Tchouke parle justement de crise de dialyse au Cameroun. Un député parle d'un crime d'État. Les propos de Jean-Michel Nietzsche sont ainsi analysés par le journal La Nouvelle Expression qui est dans les kiosques à partir de Douala ce matin pour revenir sur cet argent qui serait contenu dans la loi des finances 2017. À Yaoundé au Cameroun, on vous souhaite une fois de plus la bienvenue. Si vous nous prenez à l'instant, vous êtes sur Vision 4 Télévision. Et dans le cadre de votre dose matinale, on reçoit Jean-Jacques Zé, Merveille, qui est déjà sur le plateau. Naturellement, on l'a très bien compris, c'est l'heure de l'information, c'est l'heure du meilleur des analyses sur la télévision africaine. Et comme tous les jours, il répond encore présent aujourd'hui. Jean-Jacques Zé, bonjour.
Bonjour Merveille, Simo, bonjour Pi Byron. Bonjour Jean-Jacques. Salut tous nos amis téléspectateurs et les auditeurs des radios qui nous accompagnent chaleureusement au quotidien, en commençant par la mère de ces radios satellites FM et le programme Happy Morning. Merci d'être avec nous ce matin. Encore le réveil a été quand même de votre côté? Comme tous les autres, c'est souvent pénible mais agréable lorsqu'on sait qu'on va à la rencontre du public. Merci d'être avec nous ce matin une fois de plus. On va commencer notre revue de presse avec le Cameroun Tribune de titre. Et Cameroun Tribune qui nous amène un peu dans le Bonabir et nouveau, l'arrondissement de Douala 4e, souvent considéré comme un enfer et en train de changer de visage avec les travaux d'aménagement routier qui sont réalisés depuis quelques temps déjà et qui tendent à leur livraison. Le Bonabiri de demain affiche le journal le Cameroun Tribune parlant justement des travaux d'aménagement de la pénétrante ouest qui ont atteint quand même un niveau visible, acceptable, même s'il restera encore quelques problèmes de ce côté-là, notamment au niveau de l'évacuation des eaux, les tracés et autres qui semblent encore susciter des interrogations. C'est un dossier costaud que propose Cameroun Tribune qui nous permet en tout cas de découvrir le chef-lieu ou l'arrondissement de Douala 4e, la pénétrante ouest dans toutes ses réalités, mais également les réactions des populations principales bénéficiaires des changements qui sont déjà visibles et perceptibles de ce côté. Mais la grande une de Cameroun Tribune, c'est une réaction, celle du gouvernement camerounais, au sujet de quelques allégations relayées par la presse nigériane qui semblait accuser le Cameroun de quelques exactions sur des ressortissants nigérians. Le gouvernement dénonce cela en parlant justement de désinformations prétendues sévices sur les Nigérians à Bakassi. Et il s'agit tout simplement de désinformations. C'est le contenu du communiqué rendu public par le ministre de la Communication, Issa Attiroma Bakari, le porte-parole du gouvernement. Lequel communiqué est intégralement proposé par Cameroun Tribune ce matin en français et en anglais pour dire exactement ce qui se passe du côté de Bakassi et repousser justement ces accusations et allégations venant justement du côté nigérian. C'est à lire dans les colonnes de Cameroun Tribune, quotidien Émergence et dans les kiosques ce matin, et nous indique que du côté de Yaoundé 6e, c'est désormais un bras de fer entre les conseillers municipaux et les élus entre guillemets, mais plutôt un bras de fer entre le chef de la délégation permanente départementale du RDPC, Gilbert Tibévouna, par ailleurs délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, et le préfet du département du Fundi, Jean-Claude Tila. Les deux personnalités ne diraient pas la même chose au sujet de la situation politique et pratiquement le blocage qui est observé à Yaoundé 6. Jean-Claude Tila, le préfet, qui indique justement que les activités ne sont pas paralysées. Le troisième adjoint qui va devenir premier adjoint, la personne de Saint-Éloi Bidoum, travaille normalement. Ce qui est attendu, c'est l'installation du maire, Gilbert Tibévouna, qui croit fermement qu'il n'y aura pas installation de maire de ce côté-là. Et on décisiez, mais du coup, les positions des deux personnalités sont relayées par notre confrère ce matin, qui semble comprendre justement que désormais là-bas, c'est un bras de fer entre les deux poids lourds, le préfet et le délégué du gouvernement, même s'il agit dans ce cadre sous sa casquette de chef de la délégation permanente départementale du RDPC pour le département du Fundi. Le quotidien Émergence parle également de ces chiffres à problème du côté d'Elections Cameroun. On n'a pas beaucoup évolué pour ce qui est des inscriptions sur les listes électorales. Les deux récentes sorties d'Elections Cameroun en termes d'évaluation semblent indiquer qu'il y a un peu plus de 100 000 nouveaux inscrits. Seulement, dans les nouveaux chiffres qui sont présentés, on est parti de 6 367 750 inscrits à 6 316. On va lire cela inversement, ce qui fait une augmentation de 117 750. Petit à petit, la grosse demande qui est dans notre pays, cela peut avoir un problème parce que justement, il y a une pression qui s'abat sur les malades. On parle même déjà de quelques disparitions qui ont été enregistrées entre-temps. Le rationnement a peut-être aussi montré ses limites, mais aujourd'hui, puisqu'on parle souvent ici de l'échelle des priorités, il faut qu'en matière de priorité, l'État se fasse un peu plus sérieux, qu'on se dise justement que pour le développement de la santé au Cameroun, voilà par où on doit commencer, voilà vers où on doit tendre. Il est question aujourd'hui d'avoir une véritable échelle visible de priorité, savoir qu'aujourd'hui, on est dans une situation d'urgence. Aller trouver des solutions de ce côté-là avant d'ouvrir justement d'autres axes qui permettent justement de garantir la santé des populations. Mais vous savez, dans notre pays, les demandes sont nombreuses. Parfois, on a même pitié des décideurs dans ce pays parce que vous luttez
contre les maladies liées à l'insuffisance rénale aujourd'hui. Demain, on vous parlera des maladies cardiaques. Après-demain, vous avez le paludisme qui reste tout à fait têtu. Vous avez des maladies telles que le sida et autres qui sont encore là. Vous avez des questions, j'allais dire, sociales et sanitaires en même temps, telles que la planification familiale qu'il faut également suivre. Vous avez l'équipement des centres hospitaliers, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous insistons, Pibaïron, Simo, pour l'établissement de l'échelle de priorité. Aujourd'hui, je pense que la question de l'hémodialyse est en train de ternir l'image du Cameroun lorsque nous voyons des malades affaiblis en train de mener quelques mouvements de grève devant les centres hospitaliers. Cette image-là est imparable. Elle ne peut qu'être négative pour le Cameroun. Peut-être faudrait-il mieux gérer la situation des personnes souffrant d'insuffisance rénale. Il faut gérer cette situation, je veux dire, avec une réelle proximité, le dialogue permanent, l'encadrement permanent, l'écoute permanente également, parce que ces gens sont suffisamment fragiles aujourd'hui. Ils vivent avec la mort dans le dos. C'est-à-dire que c'est pratiquement une pression incroyable que ces personnes vivent. Et donc, il faut leur trouver des solutions presque immédiates, mais en même temps, il faut établir un pont de dialogue permanent. Il faut même mettre en place une organisation réelle qui permette qu'il n'y ait jamais de fossé entre ces malades et les pouvoirs publics à travers les hôpitaux qui sont occupés et qui sont appelés à les gérer au quotidien. Voilà ce qui fait problème aujourd'hui. De ces milliards. Nous ne pouvons pas, avec la position que nous occupons ici sur ce plateau, parler des détournements des deniers publics. Nous ne savons pas comment cette affaire est gérée. Nous nous confions aux propos du ministre de la Santé publique. D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion encore, en convoquant nos amis qui s'occupent des volets santé, notamment l'émission Notre Santé. Peut-être que cette émission reviendra sur les propos du ministre de la Santé publique, qui est la voix la plus autorisée en la matière. Mais non, on ne va pas demander au député Jean-Michel Nitieux de se taire. Il sait ce qui est contenu dans le budget, il le sait peut-être mieux que nous pour avoir participé à son élaboration, je vais dire au moins à avoir interrogé ce budget. Est-ce que l'argent qui est censé être débloqué a été débloqué? Est-ce que les commandes ont été passées? Est-ce que le problème que nous vivons aujourd'hui n'est pas lié à la production, puisque ce n'est pas nous qui produisons ces kits? Est-ce que ce n'est pas lié au transport de ces kits? Mais le problème du timing, je reviens là-dessus, doit être notamment interrogé. Il faut prendre des mesures à temps pour éviter des crises. Merci. On va peut-être s'intéresser également à la ville de Douala et aux travaux qui sont faits du côté de Bonabiri ce matin. Douala, quelque part, un nouveau visage? C'est important aujourd'hui de dire que Douala est en train de changer radicalement avec les travaux qui sont menés. La pénétrante Est est déjà prête. La pénétrante Ouest est également en train de voir son embellie avec les travaux qui sont menés par Sogea Satom de ce côté-là. Les travaux de Bonabiri étaient un peu plus compliqués parce que c'est les travaux, dit-on, en pleine circulation. On n'avait pas interrompu la circulation, il fallait aménager la route, les ponts et autres, pendant que les activités normales, entre guillemets, se poursuivaient. Parce que vous savez que la pénétrante ouest ouvre au moins sur 3 régions, l'ouest, le nord-ouest et le sud-ouest. Et vous imaginez que le nord-ouest et le sud-ouest, c'est pour aller vers le Niger.